Bonjour Laurent, ravi de t'avoir dans notre chaîne des tisseurs, le podcast qui parle de travail. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Laurent, je viens juste d'avoir 60 ans. J'habite dans la Joyeux vallée de la anniversaire! Loire depuis plus de 25 ans. Et donc je suis grand-père je précise, d'un petit Marseillais. Je crois que ça compte pour vous. Tout à fait. Euh, voilà. Et puis donc je suis à mon compte. Donc je suis marié, j'ai 5 enfants et je suis à mon compte depuis plus de 25 ans. Et je travaille en fait avec des leaders, des dirigeants sur de trois manières, mais principalement en tout cas avec des dirigeants qui ont envie de trouver, de chercher ce qu'il y a de meilleur en eux et de l'actualiser, de le mettre au monde, on va dire. Voilà. Et donc je fais ça de trois manières, soit à travers des accompagnements individuels. J'accompagne aussi des équipes. C'est aussi une des choses que j'ai aimé faire et que j'aime toujours faire. Et puis sinon aussi par des conférences et comme tu le sais aussi à travers des livres, puisque j'ai écrit coécrit avec Isaac Gates un premier livre en français qui s'appelait L'entreprise altruiste et que nous venons de publier au mois de novembre. Un livre, cette fois-ci en anglais, un autre livre qui s'appelle The Caring Company, avec un petit sous-titre prometteur qui dit How to Shift Business and the Economy for Good. Voilà, donc tout un programme. Voilà ce que je peux dire à mon sujet. Et puis sinon, puisque c'est aussi une de tes questions, qu'on pouvait aller sur d'autres sujets, je suis aussi peintre. En tout cas, j'aime peindre et c'est très important pour moi. Voilà. Est-ce que c'est une de tes réalisations derrière toi? Non, alors ça c'est une photo, c'est une D'accord. photographie d'une artiste qui se trouve en Ardèche et qui fait des photos comme ça aériennes d'eau, en fait, de cours d'eau, de ruisseaux, etc., avec des couleurs assez impressionnantes. Elle travaille beaucoup Très avec beau. l'eau et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Donc, je vais Super. acheter cette photographie. Écoute, effectivement, on est là pour parler de travail, de management. C'est Ouais, je dirais ton cœur d'activité depuis plus de 25 ans, comme tu as pu nous l'expliquer. ouais. Avant de parler notamment du dernier livre que tu as pu co-publier avec Isaac, j'aimerais un peu, de par ton expérience et les nombreuses entreprises que tu as pu accompagner, mais également les dirigeants que tu as pu accompagner, qu'est-ce qui caractérise le management à la française selon toi? Puisque, sauf erreur de ma part, tu travailles également avec des entreprises étrangères. Et donc, heu, concrètement, qu'est-ce qui nous distingue des autres? Que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, bien sûr. Est-ce que tu peux Mm. nous parler un peu de cela et de ton expérience? Oui, alors c'est vrai que je travaille à l'international, mais principalement avec des groupes français qui sont à l'international. Donc, je travaille rarement avec des entreprises internationales ou non françaises, mais j'ai travaillé longtemps enfin, avec des Finlandais notamment. J'ai habité 4 ans au Chili aussi, où j'ai créé une entreprise. Et c'est vrai que donc de ce point de vue-là, j'ai peut-être un regard un peu différent. Puis comme je suis alsacien, tu sais que les Alsaciens parlent du reste de la France comme la France de l'intérieur, donc peut-être tout cela me donne un petit point de vue un tout petit peu différent, mais enfin bon. Euh, ce qu'on pourrait dire, c'est que moi, il me semble que le management à la française est certainement très lié à l'éducation à la française et au système éducatif français, qui, de mon point de vue, est un système éducatif quand même marqué par l'élitisme et par l'individualisme. Et donc, quand je dis élitiste, ça veut dire qu'en termes de management, il y a de nombreuses choses en fait qui sont codifiées, même si tout cela est sous couvert de nos valeurs républicaines et notamment de l'égalité. Mais malgré tout, en arrière-plan, il y a des choses implicites par rapport. Enfin, je veux dire, c'est quand même encore en France où même 40 ans après, les gens se présentent avec le diplôme de grande école qu'ils ont fait. Enfin, donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas vraiment. Si on peut voir le Herr Doctor pour bien indiquer une petite notion sociale, si vous voulez, ou de cursus universitaire chez les Allemands. Mais voilà. Et donc du coup, il y a malgré tout, de mon point de vue, des strates ou des castes peut-être même qui peuvent exister. Alors c'est vrai surtout pour les très grandes entreprises. Hein, c'est peut-être moins vrai pour la PME.
ou la petite entreprise. Mais voilà, donc pour moi c'est ça. Il y a une hiérarchie profonde en fait qui est établie et qui est en arrière-plan, ce qui n'est pas le cas par exemple dans un pays comme la Finlande que je connais un peu, qui est une société en fait très égalitaire. Hein, et donc moi il m'est arrivé de me retrouver dans une salle de réunion, enfin de conférence. La personne sur le podium dit mais maintenant nous allons accueillir Madame X ou Y, ministre de l'Éducation. Et elle était juste à côté de moi, elle sort du rang et puis elle va faire son speech et elle revient. Enfin, vous voyez, donc elle sent tout l'armée de conseillers, de journalistes, je sais pas quoi, qu'il y a autour et qu'il peut y avoir en France dans ce genre de circonstances. Enfin voilà, donc il y a cet aspect hiérarchique, voilà, qui pour moi est quand même très marquant. Et l'autre aspect, quand je parle d'élitisme, pardon, d'individualisme dans notre système éducatif, je dirais que il y a chez nous une plus grande difficulté, en fait, je pense, dans le travail en équipe. Non pas que les équipes n'existent pas, mais je pense qu'on n'est pas formé à ça. Et on est plutôt en France formé à la réussite individuelle et donc à la nécessité de prouver qu'on est valable, qu'on a de la valeur, parfois au détriment des autres ou sans les autres. C'est-à-dire moi à titre personnel, hein, j'ai découvert vraiment ce que c'était l'équipe quand j'ai eu 40 ans et auprès des Finlandais, si vous voulez. Hein. Bon, même si j'avais fait des choses en équipe avant, hein, je ne dis pas que c'est inexistant, mais la profondeur de ce que ça signifie vivre vraiment l'équipe, je pense que c'est pas vraiment dans nos gènes. Voilà. Donc ça, c'était pour les côtés un peu négatifs. Après, il y a les côtés positifs, et moi j'en vois un en particulier, enfin deux en particulier. Le premier, c'est tout de même une forme d'esprit critique, enfin en tout cas de prise de recul, hein, qu'on trouve pas dans certains pays anglo-saxons que je ne nommerai pas, où là on est vraiment dans le process et on y va, on fonce, ce qui est un côté merveilleux parce que c'est un côté entrepreneurial. Donc il y a ce côté vraiment super. Mais chez nous, voilà, il y a cet esprit critique, donc il nous donne du recul et qui va de pair, je pense, aussi avec une grande créativité. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que nos ingénieurs ont conçu, créé des choses avec beaucoup d'avance ou avec une force qui nous a donné à une certaine époque une grande notoriété, avance, force à l'international, quoi. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, hein, c'est encore le cas. Voilà. Donc c'est la French Touch qui existe. Il y a eu un petit livre d'ailleurs qui a été écrit il y a quelques années là-dessus et je pense que ça existe, ouais. Et que c'est reconnu aussi ailleurs qu'en France. Alors, ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, il y a une forme de verticalisme qui est un peu plus prononcée en France que dans les autres pays, Ouais, mais également on essaie un peu de de conserver cet élitisme, autour des dirigeants, qu'ils soient en entreprise, mais tout à l'heure, tu prenais l'exemple d'un ministre, du travail en Finlande où ouais. effectivement, c'est pas du tout les mêmes interactions qu'en France, par exemple. Heu, Selon toi, du coup, ces 4 points que tu viens de nous annoncer, quelles peuvent être les conséquences sur les organisations de nos entreprises? Du coup, je présume que, vu que, effectivement il y a, notamment ces 4 points, hein, il n'y a pas que cela, Non, bien sûr. Ouais. probablement que les organisations des entreprises en France, du coup, n'ont pas forcément, je dirais, les mêmes, corollaires que dans les autres pays, que tu as pu voir de ta propre expérience. Oui, alors là-dessus, je serais peut-être un peu plus réservé parce que ce que j'ai décrit pour moi sont plutôt des formes culturelles Mmh. qui vont régir ou influer sur les rapports dans l'entreprise, au-delà des organisations, si tu veux, un peu plus en arrière-plan. Mmh. Parce que je pense que malgré tout, on a été tous il y a une science entre guillemets qui s'appelle le management ou qui a envahi, on va dire, l'espace, non seulement les entreprises, mais l'espace public aussi d'ailleurs, et c'est un problème, et qui, quelque part, est assez standardisé en fait. Hein, c'est-à-dire que depuis les années 50-60 du siècle dernier, il y a toute une façon de s'organiser qui est une façon, j'ai envie de dire, dominante, avec, bon, alors, ça vient d'avant, hein, ça vient de Taylor, de l'Organisation scientifique du travail, mais ça a été vraiment popularisé sur vraiment la population des managers dans les années 60-70. Et donc, je ne dirais pas qu'on a en France des modes d'organisation particulièrement différents de l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. Enfin, voilà, en termes de, vous voyez, si tu regardes, je sais pas, un organigramme d'une multinationale suédoise ou
d'une multinationale espagnole, pour moi, on va pas trouver d'énormes différences, hein, voilà. Donc, après, je parle de multinationales. Bon, il y a sans doute des différences peut-être euh, plus locales qui peuvent exister, mais encore une fois, pour moi, c'est plus des questions culturelles sous-jacentes dans la manière de vivre les organisations que l'organisation elle-même stricto sensu. Voilà. On a, il y a peut-être un point, selon moi en tout cas, qui peut Ouais, un peu diverger, avec nos voisins européens, c'est, ouais, le dialogue qu'il peut avoir dans une entreprise entre, les différentes parties prenantes, que ce soit les managers, les dirigeants, mais également le reste des effectifs, qu'ils soient ouais, ouvriers, agents de maîtrise, et cetera. Ce qu'on remarque, c'est que, ce dialogue-là est beaucoup plus prenant, beaucoup plus, investi dans ces pays-là. Tu parlais de la Finlande tout à l'heure, effectivement, c'est un super exemple, ouais. par rapport à la France, où effectivement le dialogue, il est un peu plus compliqué, un peu plus, peut-être contestationnaire, je ne sais pas. En tout cas, heu et je pense effectivement, tout à l'heure tu parlais de l'aspect culturel, peut-être qu'effectivement l'aspect culturel a une incidence sur ce dialogue-là. C'est quoi ton point de vue là-dessus et ta Ouais. vision? Oui, oui. Je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, des cultures nationales peuvent donner naissance à des formes de gouvernance ou justement de relations sociales, puisqu'on parle du travail, Mmh. très différentes. Et nous, nous avons, je veux dire, on n'est pas dans le consensus social créé au sein des entreprises allemandes où les syndicats ont naturellement leur voix au chapitre et une culture de la négociation en fait, hein. Nous, on est toujours beaucoup plus marqué par une culture et une histoire conflictuelle et une représentation, on va dire, du patronat ou de l'entrepreneuriat assez particulière, on va dire, et qui est datée de mon point de vue. Enfin voilà. Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et donc du coup, mais là, je pense qu'on touche aussi des questions en fait de gouvernance, peut-être plus que d'organisation dans l'entreprise, C'est vrai. qui sont effectivement différentes. Enfin, en Suède aussi, c'est une culture du consensus, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup de temps, comme tu le dis, à construire une décision et une fois que la décision est prise, il y a une forme de j'ai envie de dire de loyauté à la décision qui est très forte. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France, ou enfin très peu. C'est-à-dire que on va peut-être prendre des décisions plus vite avec moins de participation, mais après tout le monde va s'arranger pour faire autrement ou enfin ou pour contourner la loi. Donc là, ça revient aussi à d'autres racines historiques, selon moi, de notre royauté, de notre empereur, de notre centralisme français, qui fait que finalement ça, alors pour moi, ça a des conséquences, c'est-à-dire que justement, il y a une histoire de proximité du terrain, comme tu dis, moi j'appelle ça, enfin l'égalité intrinsèque en fait, c'est-à-dire le fait de pouvoir se parler les uns et les autres de plein pied, et non pas avec des considérations d'échelle sociale, etc. Mais une des conséquences, c'est bien sûr il peut y avoir un manque d'agilité, une forme de lourdeur en fait dans les processus et quelque chose. Alors qu'on voit aussi dans les enquêtes sur sur le monde du travail, qui amènent de la souffrance au travail, des burn-out, des choses comme ça. Bon, on n'est pas les seuls, hein, évidemment, à avoir ça, mais ça fait quand même partie du tableau, malheureusement, pour beaucoup de salariés et Alors, c'est beaucoup intéressant que tu d'organisations. parles des conséquences. Ouais, Effectivement, les conséquences d'une organisation, d'une entreprise, mais également de sa gouvernance peut avoir beaucoup de conséquences. ouais, On parle notamment, de la santé mentale, où on voit qu'effectivement, quand on parle par exemple de burn-out en France, on est souvent dans les, mauvais élèves européens. Quand on regarde notamment aussi, de la santé tout court, c'est-à-dire physique, où on voit que les morts, dans le cadre du travail, pareil, on est, probablement l'un des plus mauvais élèves en France, sauf erreur de ma part, je crois qu'on parle de plus de 1 200 morts en France dans le cadre du travail. Idem, sur la partie, je dirais, sens qu'on donne au travail. Heu, Toi, dans le cadre des différentes, de ton travail en l'occurrence, est-ce que ce sont des sujets sur lesquels tu es amené à travailler ou, c'est pas du tout dans ton prisme à toi? alors,
pas de façon directe, si tu veux, hein. C'est-à-dire que Mmh. moi, je n'interviens pas comme des experts en conditions de travail, des experts en santé mentale, etc., qui ont une façon d'approcher les choses. Même, je pense à des ergonomes, enfin, tu vois, qui peuvent avoir une approche du terrain, enfin voilà, qui est très très importante et très intéressante. Moi, en revanche, je considère que ce que je fais, ce que j'essaye de faire, a un impact indirect là-dessus, hein, évidemment, parce que et là, on va peut-être entrer sur notre autre sujet, c'est-à-dire bon, je l'ai pas mentionné quand je me suis présenté, mais avant d'écrire ce livre avec Isaac Getz, on a travaillé ensemble et moi-même j'ai accompagné différentes entreprises dans le sens, on va dire, de l'entreprise libérée, l'entreprise responsabilisante, enfin bon, peu importe les termes, mais avec cette caractéristique, ou en tout cas, bon, moi j'ai vraiment vu de mes yeux, si je puis dire, des gens qui étaient complètement soit démotivés, soit proches de partir tellement ils étaient malheureux dans leur boîte, soit totalement gris dans le paysage, fleurir à l'occasion, si tu veux, de changements organisationnels, changements de type de leadership. Et donc, pour moi, ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que il y a vraiment, comment dirais-je, euh, oui, c'est ça, enfin, un impact indirect là-dessus. Alors là, je te parle vraiment de l'organisation au sens large, et puis évidemment, au sein d'une équipe, si tu veux, moi j'ai vu tellement de fois des gens, mais ça c'est très rapide, c'est au bout de une ou deux séances avec certains protocoles ou manières d'abord de poser un cadre, si tu veux, pour un dialogue d'équipe. J'ai vu des gens être totalement étonnés de pouvoir aborder ou se dire des choses qui leur ont empoisonné la vie depuis 6 mois, 2 ans, 5 ans. Ça, enfin, tu vois, donc ça pour moi, voilà. Donc j'y travaille, oui, mais de façon indirecte, mais ce n'est pas ma spécialité. Alors après, sur les questions, si tu veux, de santé mentale ou en tout cas de souffrance au travail, mais de tout ce qu'il peut y avoir derrière en termes de comment dire, de passif personnel chez les individus. Bon, ça, c'est un sujet que moi j'ai beaucoup travaillé pour moi-même, si tu veux, pour essayer aussi de me comprendre et de comprendre les gens avec qui je travaille. Et là, bon, c'est un sujet extrêmement vaste. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de l'aborder maintenant, mais c'est-à-dire la façon, enfin, je vais le dire rapidement, c'est-à-dire en fait la façon dont les espaces de travail sont des lieux de projection de nos histoires personnelles, individuelles, si tu veux. Et donc, quand parfois on voit un codir, on se dit c'est la cour de récré, ben oui, c'est la cour de récré, parce qu'en fait, c'est des choses que les gens ont vécues quand ils avaient 5 ans, 10 ans ou 15 ans, qui se rejouent là, de façon inconsciente la plupart du temps. Et donc, le lieu de travail, c'est aussi un lieu, voilà, qui peut être un lieu de souffrance de ce fait-là quand les conditions ne sont pas là, mais qui peut être un lieu de régénération, de développement, de croissance et d'avancée fantastique hein, aussi. Donc voilà. Alors, j'aime à dire une chose, c'est que, Ouais, effectivement, tout à l'heure, tu disais que l'entreprise peut également être un lieu de cour de récréation, pour reprendre tes termes. ouais, Moi, j'aime bien dire que l'entreprise est également une organisation politique. oui. C'est-à-dire, politique dans le premier sens du terme, c'est-à-dire qu'elle a une incidence sur la vie de la cité. Hem, est-ce que toi, Et elle est influencée par la ville de la cité aussi. absolument, c'est vice Mm. versa. C'est ça. Est-ce que toi, dans, le cadre de tes accompagnements, effectivement, tu es amené effectivement aussi à, considérer les externalités, à l'extérieur de l'entreprise et c'est-à-dire, eh bien, on va aller plutôt dans ce format d'organisation pour justement, on ait un impact le plus, positif, quel que soit l'impact, dont on parle? Alors oui, enfin, puis c'est l'objet aussi principal de notre livre, de notre dernier livre, du premier aussi, mais Je voulais te faire une passe. oui, c'est ça. Non, non, mais oui, si tu veux, pour moi, la question, elle vient aussi. Bon, il y a eu une approche. En fait, il y a une personne, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui est le premier président fondateur de la carte Visa internationale, un monsieur qui s'appelait Dee Hock, D2E
H-O-C-K, et qui a écrit un des plus beaux livres, à mon avis, mais je ne peux même pas dire que c'est un livre de management, c'est comme un roman, qui s'appelle One from Many, où il raconte la création de Visa international, ce qui au départ est une forme coopérative avec une gouvernance assez étonnante entre des banques américaines. Enfin bon, je passe sur les détails. Mais ce monsieur, ensuite, a essayé de théoriser ce qu'il a essayé de faire et réussi en partie dans cette aventure. Et il appelle ça des organisations chaordiques. Et il a mis au point un processus que j'utilise, moi que j'ai utilisé encore récemment avec une entreprise pas loin de chez toi, Gunay. Donc qui essaye de balayer les différents, comment dire, avant d'arriver à une organisation concrète, si tu veux, il s'agit de balayer le pourquoi on est là, qui sont, comme tu le dis, les parties prenantes, et c'est quoi nos principes fondateurs qui vont présider à l'écriture, au dessin, à la conception de notre organisation. Voilà. Donc cette partie-là, si tu veux, alors après ça se travaille de différentes manières, mais dans une autre entreprise, pas celle que je viens de nommer, quand on va travailler sur la vision de l'entreprise, ben on va aller voir le maire de la ville, le président de la chambre de commerce, des associations locales pour comprendre comment l'entreprise est perçue et reçue, et ce que on va dire la communauté locale attend de l'entreprise. Donc oui, ça fait partie du sujet. Après, si tu veux, ce dont je m'aperçois, c'est que la sensibilité en fait des dirigeants à cette dimension, qui pour moi est très importante, elle peut être assez variable, quoi, hein. Et donc, comme moi, dans mon travail, je suis principalement un accompagnateur et non pas un consultant au sens de voilà le chemin, etc. Voilà, moi, je vais pas dans les territoires où les terrains où les gens n'ont pas envie d'aller, voilà, mais je les évoque toujours pour avoir cette ouverture-là, tu vois. Alors, je vais te faire une affirmation et tu vas me dire ce que tu en penses, d'accord? Ouais. Je pense que les entreprises telles qu'elles existent aujourd'hui, excuse-moi, sont un échec assez patent, alors que dans le même temps, c'est probablement, je vais ouvrir les guillemets, l'institution la plus puissante du monde, telle qu'on, je dirais, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que on lit les entreprises dans le prisme de la rentabilité financière. Mhm. Alors que ce qu'on vient de se dire depuis à peu près une vingtaine de minutes, c'est qu'elle a plein de conséquences diverses et variées, que ce soit sur les corps, que ce soit sur les liens, que ce soit sur la vie politique, sur la vie courante. Euh, Ouais. et donc, ce qu'on remarque aussi, c'est que les entreprises, pour une partie en tout cas, elles sont également source de souffrance pour les personnes qui y travaillent dedans. Ne penses-tu pas que, en tout cas moi c'est ce que je crois, que l'entreprise telle qu'elle est vécue aujourd'hui est un échec puisqu'on n'a pas réussi à justement faire en sorte que on puisse travailler, je dirais, dans les meilleures conditions possibles et où on ne fabrique pas de la souffrance telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Puisque, encore une fois, pour le rappeler, aujourd'hui, en tout cas, pour une bonne partie, en tout cas, des personnes qui travaillent, puisque effectivement, il y a il y a toute forme de travail en France, hein, qu'on soit bien clair, mais pas qu'en C'est France. ça. Euh, Beaucoup décrit le travail comme une souffrance et ont hâte d'être en week-end, ont hâte de rentrer chez eux, ont hâte de sortir de cet environnement professionnel qui leur permet de remplir le frigo. Euh, c'est quoi ton avis là-dessus? Et globalement, je sais que tu travailles justement pour faire évoluer ces organisations-là. C'est quoi la suite et qu'est-ce qu'on fait justement pour améliorer ces organisations-là? Hmm. Alors, bon, je pense que je sais pas si j'emploierais le terme d'échec, Gunay, parce que le terme d'échec, pour moi, quelque part, il est rédhibitoire. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, c'est-à-dire, il y a un échec, bon, il faut faire totalement autrement. Euh, je, je pense, si tu veux, que, comme tu le dis, si l'entreprise est un lieu avec une forte influence, en fait, sur la société, sur la vie des gens, malgré tout, qu'on le veuille ou non, si tu veux, depuis plus de 50 ans, c'est quand même l'entreprise qui a permis de générer un certain nombre de progrès
enfin, de choses dont on pourrait pas nous pas se passer aujourd'hui, voilà. Et donc on ne peut pas simplement dire, tu vois, c'est un échec total. Voilà. En revanche, là où je suis, je partage ton avis, si tu veux, c'est pour moi, on est dans un cycle, si tu veux, d'évolution où le niveau de conscience, on va dire, de beaucoup de dirigeants ou de chefs d'entreprise, si tu veux, n'a pas évolué aussi vite que la société. Et alors qu'à un certain moment, l'entreprise était en avance, je pense, sur la société et a pu faire bouger par des innovations, etc. Enfin, je veux dire, la télévision, quelque part, mais ensuite l'Internet, etc., ça fait bouger. C'est des choses qui font bouger les consciences, qui font bouger la société. Alors bon, Mais pareil, pour le Internet, ça meilleur. vient pas des entreprises. Bah, ça vient pas des entreprises, c'est les entreprises qui font que nous, toi comme moi, Ok, on puisse on connecter. y a accès. Enfin, tu vois, il y a un moment où... Non, non, mais bien sûr, tu peux dire que ça vient de l'innovation, de la R&D, de l'armée, de, enfin, on peut revenir là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, voilà, il y a une influence. Mais pour moi, ce qui est le vrai sujet, c'est le retard, en fait, de Hmm. niveau de conscience de beaucoup de chefs d'entreprise. Et donc, et là, on peut en venir à ce qu'on décrit beaucoup dans notre livre, c'est-à-dire là, enfin, comment dirais-je, je vais presque envie de dire l'absurdité ou la ringardise de ce qui est enseigné encore aujourd'hui dans nos écoles de commerce. C'est-à-dire qu'en fait, on s'appuie sur des concepts, des modèles théoriques qui sont très âgés et surtout sur lesquels il y a une espèce d'exploitation des auteurs en question. Je te prends un seul exemple qu'on relate dans notre livre. Quand on parle d'économie, on va tout de suite te parler des justifications en quelque sorte du libéralisme. On va te parler d'Adam Smith. Hmm. Et on dit Adam Smith, le premier théoricien économique, ce qui est vrai, et on dit, bah, si tu veux, non, mais je ne sais même pas si je pense que c'est enseigné dès le lycée, Adam Smith égale la main invisible. D'accord? Donc la main invisible, si chacun poursuit son intérêt personnel, au final, il y a quelque chose de magique qui se Hmm. passe, c'est que la société marche bien. Bon. Chez Adam Smith, plus de 3000 pages d'écrit, Adam Smith. L'expression main invisible arrive 2 fois seulement. Donc en fait, pour lui, c'est pas du tout un concept majeur. Lui, c'est un philosophe moral et il a deux grands ouvrages. Donc la richesse des nations, dans lequel il parle de la main invisible, mais il a surtout un autre ouvrage qui s'appelle La théorie des sentiments moraux, dans lequel il dit que la finalité de l'être humain, c'est d'être en relation, de construire des relations harmonieuses avec les gens qui sont autour de lui, etc. Voilà. Donc on se sert, si tu veux, d'Adam Smith et de plein d'autres, voilà, pour justifier ce qu'on a vu depuis principalement les 30 dernières années, alors au niveau des très grandes entreprises, c'est-à-dire l'appât du gain, le fait d'être le plus riche, ce que Olivier Hamon appelle le culte de la performance, quoi. C'est-à-dire que bon ben voilà, il faut toujours faire plus pour moins cher, etc. Et donc du coup, peu importe les dégâts ou les conséquences humaines qu'il y a au-dessous, quoi. Tu vois, voilà. Donc pour moi, la question, elle se situe vraiment à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête en fait des dirigeants, dans l'espèce de culture ou j'ai envie de dire, qui sont les héros en fait de l'entreprise. Et pour moi, si tu veux, c'est des gens que j'aimerais pas forcément avoir pour amis, si tu veux, certains de ces héros. Voilà. Alors, justement, c'est intéressant ce que tu dis, puisque moi, je te parlais d'échec de l'entreprise. Bon, toi, Ouais. effectivement, tu n'étais pas forcément aligné, mais ce que tu dis aussi, c'est que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, slash les dirigeants, sont un peu en retard. Ne penses-tu pas que c'est une forme, notamment d'échec collectif, là en l'occurrence, de centraliser autant l'organisation qu'on appelle entreprise autour d'une personne ou d'une poignée de personnes et qui est du Alors, coup complètement en retard avec toutes les organisations par ailleurs qui sont entre guillemets un peu plus ou beaucoup plus démocratiques. alors, évidemment, moi, bon, on va parler un peu aussi de choses alternatives qui existent et qui ont fait leurs preuves et donc dont
donc moi, j'ai eu cette chance d'avoir fait l'expérience, on va dire, à la fois à titre personnel, mais aussi pour les deux livres qu'on a écrits, d'aller voir des entreprises remarquables, si tu veux, hein, et qui justement montrent un schéma, un mode de fonctionnement tout à fait différent tu vois, il y a un mode de leadership tout à fait différent de ce dont on parle là. Donc moi, je pense la crise, enfin, pour revenir à ta question proprement dite, je pense que la crise démocratique, elle est partout en réalité, hein, c'est-à-dire que euh, elle n'est pas que dans l'entreprise, hein, de mon point de vue. Et donc, peut-être que l'entreprise peut générer, créer des zones en fait de- d'innovation et d'innovation sociale, voilà. Et je pense qu'il y en a aussi dans la société. Et pour moi, et on en parle aussi dans notre livre, si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une grande période de transition ou de mutation. Et donc, il y a toute une série de systèmes qui sont des systèmes en train de mourir. Hein. Et puis, il y a d'autres systèmes, donc système, mode d'organisation, mode de faire, faire notre vie en société, qui sont des systèmes émergents. Hein. Et on est un peu dans ce moment, en fait, où ceux qui se doivent mourir et qui sont en train de mourir sont pas morts, et ils sont encore beaucoup de puissance et beaucoup de présence partout sur nos écrans, enfin, etc. Et puis, ceux qui sont émergents sont encore n'ont pas encore franchi, on va dire, le seuil de leur pleine puissance, quoi. Donc, parce que d'une part, certains sont encore en phase d'expérimentation et d'autres sont encore trop isolés, en fait, pour pouvoir faire une œuvre, on va dire, de transformation à plus large échelle de la société. Donc pour moi, c'est ça que nous sommes en train de vivre. Et donc, oui, il y a des modes d'organisation qui n'ont rien à voir avec l'entreprise pyramidale. Ce sont des modes d'organisation qui fonctionnent très très bien et qui non seulement fonctionnent bien, mais parfois fonctionnent mieux que des systèmes pyramidaux. Et en plus, les gens sont heureux dedans. Enfin, voilà, vivent une vie professionnelle dans laquelle ils ont le sentiment d'être une seule et même personne le vendredi soir avec les copains, avec leur famille ou avec leurs collègues, quoi, voilà, sans que les choses soient complètement poreuses, parce que c'est aussi une des difficultés aujourd'hui, c'est-à-dire que on a cette espèce d'injonction en fait du travail permanent, quoi, hein, c'est-à-dire que les gens regardent leurs mails le samedi, le dimanche, il y a plus de temps de pause en fait, hein, donc ça c'est aussi une des difficultés qui n'est pas due à l'entreprise en tant que telle, qui est aussi due à notre appropriation des technologies, mais en tout cas, ça fait partie du sujet. Ouais. Alors tout à l'heure, tu nous parlais des entreprises dont tu as eu la chance d'étudier, D'accompagner, de ouais, visiter, d'accompagner. d'accompagner. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelques exemples qui t'ont marqué et qui, selon toi, en tout cas, donnent un peu des exemples pour la suite et pour d'autres entreprises, en tout cas le chemin à suivre? Ouais. Alors, prenons. Je ne sais pas par où commencer parce que je peux parler plutôt d'entreprises que j'ai accompagnées. Il y en a une bon, qui a été très connue à l'époque, hein, qui s'appelle l'entreprise Poult, qui était un fabricant de biscuits, enfin qui est toujours d'ailleurs un fabricant de biscuits à marque distributeur leader en France, et dans lequel, sur une période, on va dire, d'une dizaine d'années, alors avec différentes portes d'entrée ou interventions, j'ai eu l'occasion de suivre leur parcours, quoi, voilà, et d'accompagner certains aspects de ce parcours. Donc, pour moi, si tu veux, au bout d'une dizaine d'années, on était dans une organisation dans laquelle le directeur général, lorsqu'il y avait un investissement d'une nouvelle machine de 10 millions d'euros, n'était pas intervenu, si tu veux, dans le choix de tel ou tel prestataire. C'était une équipe diagonale avec aussi bien des opérateurs sur ligne que un directeur commercial ou etc. Enfin, donc des gens, un comité, si tu veux, ad hoc qui s'était créé pour cet investissement-là, et pas sur base de volontariat, avec des systèmes, si tu veux, comme de cercle, parfois on appelle ça comme ça, mais d'unité, de prise de décision euh, complètement différente, on va dire, d'un COMEX ou d'un CODIR traditionnel
en haut de la pyramide. Donc, ils étaient ils faisaient des dessins comme ça avec différents comités, cercles, etc., qui existaient à la fois sur le moyen terme ou sur l'opérationnel immédiat. Il n'y avait plus de comité de direction, si tu veux. Voilà, donc c'est une entreprise qui n'avait plus non plus de processus budgétaire, c'est-à-dire en fait tout ce processus dans lequel on demande au cadre pendant 6 mois de réfléchir à ce que va être l'activité, quels sont leurs objectifs, et puis pendant 6 mois ensuite expliquer pourquoi ils n'ont pas tenu les objectifs ou pourquoi ils les ont dépassés. Enfin, je caricature évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que cette génération, on va dire, comment dire, de conversation sans intérêt en fait par rapport au fait de servir le client, par rapport au fait enfin, elles sont uniquement centrées en fait sur nous-mêmes en quelque sorte. Hein, la plupart du temps, ces conversations-là, bon, tout ça, ça avait été éliminé. Et voilà. Donc après, je passe sur l'organisation aussi, notamment dans une des usines à laquelle j'ai un peu plus contribué. Avec des équipes autonomes en fait, hein, avec un mode d'organisation qui n'était plus en pyramide, mais avec des équipes autodirigées, un peu comme des mini-usines dans d'autres exemples que l'on peut connaître. Enfin bon, voilà. Donc bon, ça c'est un exemple qui plus bon, de mon expérience. Et je veux en prendre peut-être un ou deux autres qui sont aussi dans celles des entreprises qu'on a étudiées et dont on parle dans nos livres. Le premier, c'est une banque suédoise, qui est une des 4-5 plus grandes banques suédoises, et qui en fait, il y a de ça 50 ans, bon, avec quelques difficultés, on va dire, de fonctionnement, et qui a fait appel en fait à un dirigeant qui s'appelait Jan Wallander pour bon, essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans. Et lui, en fait, par rapport à ça, et là, on parle vraiment d'une banque de détail, hein, donc une grosse boutique, enfin, Handelsbanken, c'est comme Banken, pardon, comme elle s'appelle, c'est une boîte qui fait une banque qui a à peu près plus de pratiquement 15 000 salariés, tu vois, donc c'est pas pas la petite PME du coin. Et si tu veux, lui, il a en fait totalement modifié deux choses. La première, il a dit en fait tout le pouvoir va être maintenant dans les agences, et c'est le directeur d'agence qui a toute l'attitude pour prendre les décisions qu'il fait pour les clients qu'il connaît, qui sont autour de lui, etc. Et du coup, le pendant de ça, si tu veux, c'est de dire on va arrêter. Je crois qu'il y avait je sais plus 90 projets qui étaient menés par le siège. Il a dit on les arrête tous. Vous me faites un recto verso de là où vous en êtes de vos projets, et puis on arrête tout ça. Et maintenant, c'est les directeurs d'agence qui vont dire ce dont ils ont besoin, et vos projets informatiques, marketing, etc. Vous allez les soumettre aux directeurs d'agence, et c'est eux qui vont voter pour dire on prend pas, etc. Ouais, donc ça va renverser en quelque sorte, si tu veux, la pyramide, etc. Donc ce qui fait que, in fine, si tu veux, pour faire carrière dans cette banque, quand tu passes au siège, c'est pas vraiment le top du top. Mais après, du siège, tu peux repasser et avoir une plus belle agence que celle que tu avais avant. Et là, ça, c'est un vrai beau parcours de carrière. Voilà. Donc cette entreprise, tu vois, elle a changé complètement. Alors là, on parle vraiment d'organisation. Mais si tu veux, ce que je veux dire mais je vais peut-être, on va plutôt rentrer dans le dialogue après, mais ce Jan Wallander, en fait, bon, lui, tout cela n'est pas venu, j'ai envie de dire, d'une révélation, d'une conversion à de nouvelles idées. En fait, il était convaincu que pour qu'une organisation fonctionne, il fallait qu'elle respecte les besoins humains fondamentaux, quoi. Hein, donc, tout simplement. Et donc, il s'est dit, mais c'est quoi l'organisation qui permet à des êtres humains d'utiliser leur intelligence, leur liberté, leur créativité, leur sens des responsabilités. Qu'est-ce qui va permettre d'avoir une relation des gens entre eux qui soit une relation de plein pied et pas une relation où il y en a qui sont là, d'autres qui sont là. Et qu'est-ce qui va permettre aussi à une organisation, enfin aux gens, pardon, de sentir que dans cette entreprise, ben, il y a des possibilités de progresser, de se déployer, de s'épanouir, de grandir en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc tout ce modèle organisationnel dont je parle, voilà, s'est mis en place assez rapidement quand il a pris les manettes dans les années 70. Mais ce qui est très très important de comprendre dans ce cas particulier, c'est que la performance, mais il l'a pas fait
en première instance pour la performance, et c'est devenu une conséquence, et ça c'est un point majeur dans ce qu'on a dans notre livre, c'est que le profit, contrairement à ce qu'on enseigne dans les écoles de commerce la plupart du temps, le profit n'est pas un but. C'est à la fois une contrainte, parce qu'une entreprise doit faire du profit pour pouvoir continuer à vivre, mais c'est une conséquence. Et donc, dans le cas de cette banque, en fait, depuis 50 ans, tous les ans, elle a une performance supérieure à tous ses concurrents bancaires comparables de Suède. Alors, c'est Donc, paradoxal. donc si tu veux, pardon, je te laisse parler. Non, mais du coup, effectivement, tu me dis et bien sûr que je te crois à 100%, hein, qu'ils ont une meilleure performance que l'ensemble de leurs concurrents depuis 50 ans. Alors, pourquoi les concurrents n'adoptent pas cette organisation-là? C'est ce sur quoi j'allais continuer, parce que, donc c'est très bien ta question, parce que c'est ça la question. Là, parce que leur modèle, il est absolument pas ce top secret et tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, ils ont publié là-dessus, Wallander a écrit un livre là-dessus, enfin, etc. Ma réponse, peut-être qu'ils en auraient une autre, c'est qu'en fait, dans les autres banques, les gens te parlent de performance, te parlent de profit. En fait, plus ils en parlent, plus en réalité, c'est une façon de se cacher et de justifier qu'au siège, dans les équipes du siège, ça grandit, et d'avoir, si tu veux, de mesurer en fait son importance par rapport au nombre au budget dont on dispose. Tu vois, donc en fait, les organisations, la plupart du temps, sont structurées autour du déploiement des égos de certaines personnes qui sont au top. Et c'est étudié pour ça. Il y avait même à l'époque, je suis pas sûr, enfin encore que j'ai encore vu récemment une boîte qui utilisait encore ça, mais il y avait même une méthode de pondération des postes dans une entreprise, de la méthode A, hein, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, qui était, qui toujours peut-être, enfin, qui basait en fait l'élaboration des grilles salariales, et donc un poste pesait en fonction du budget que tu contrôlais et du nombre de personnes que tu avais dans ton équipe. Donc derrière, si tu veux, il y a aussi, derrière ces choses peut-être culturelles, il y a aussi des systèmes, des process qui encouragent ce genre de choses. Voilà. Donc pour moi, si tu veux, plus quelqu'un parle du profit, de la création de valeur, etc., moi, plus je suis un peu méfiant, parce que ceux qui en créent le plus, et là je parle de la valeur globale, parce que de la valeur pour la société aussi, hein, parce que dans le cas de la Handelsbanken, par exemple, je vais te donner aussi un exemple assez extraordinaire, c'est que pendant le Covid, la Handelsbanken a des activités importantes au Royaume-Uni. Bon, le Royaume-Uni, c'est un peu le pays de la banque, hein. C'est comme si, je sais pas moi, un vigneron bulgare attaquait le marché français, si tu veux, du vin, quoi, hein. Et donc, ils sont là, et enfin, j'ai rien contre la Bulgarie, ils font peut-être du très bon vin, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, ils sont au pays de la banque, si tu veux. Et pendant le Covid, figure-toi que, alors que la Handelsbanken représente 1% du marché bancaire anglais pour les PME, pendant le Covid, toutes les autres banques ont arrêté de faire des prêts aux entreprises au moment où justement elles en avaient besoin, tu vois, pour tenir le coup par rapport à la crise. Et donc avec 1% du marché, Handelsbanken a octroyé 50% des prêts du marché des PME au Royaume-Uni pendant la période du Covid. Donc, si tu veux, dans cette logique de servir leurs clients de façon inconditionnelle, en réalité, elles rendent un service exceptionnel à la société, tu vois. Voilà. Et ça, et là, peut-être, parce que je regarde l'heure, je veux quand même parler un peu de l'idée essentielle de notre livre sur ces fameuses caring companies. Si tu veux, c'est que par rapport à des entreprises qui, si tu veux, veulent faire le bien, mais à travers des fondations, une fois qu'on a fait du profit, on va faire de la philanthropie, enfin bon, etc. Elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles font le choix d'un service inconditionnel aux personnes qui sont à la porte de l'entreprise, c'est-à-dire
service inconditionnel de leurs clients, service inconditionnel de leurs fournisseurs, et ils prennent soin aussi des communautés locales. Mais elles font ça à travers leur processus, à travers leur cœur de métier, pas dans des trucs à côté. Voilà. Et donc, elles font ce choix, c'est inconditionnel, c'est à travers leur cœur de métier, c'est vis-à-vis de toutes les personnes aux portes de l'entreprise, et c'est en faisant ça de façon indirecte qu'elles sont profitables, prospères dans la durée. Alors, euh, ce que je comprends dans tout ce que tu dis, c'est Ouais. que il y a une forme de ventilation du pouvoir au sein je dirais, de la base d'une entreprise, hein. Là, tu parlais tout à l'heure de l'exemple des agences qui font remonter leurs besoins au siège. Donc c'est une forme j'ai envie de dire, d'une forme de démocratie, hein, au sein d'une organisation d'entreprise. Euh, et, euh, et on voit souvent, en tout cas moi j'ai lu beaucoup de livres, en tout cas beaucoup, quelques livres autour de ces entreprises libérées qui prônent ce genre d'organisation. Ouais. Souvent, la conclusion de ces livres-là, c'est de dire, bah, en plus c'est génial puisque je dirais, l'aspect financier suit également. C'est-à-dire qu'elles ont des performances financières plutôt très solides. Ce qu'on remarque avec du recul, puisque l'entreprise libérée, en tout cas moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je lis un peu sur le sujet, Ouais. aujourd'hui, c'est loin d'être un modèle dominant. Et quand on réfléchit sur, comment dirais-je, le pragmatique financier, effectivement, s'il est si pragmatique, il va se dire, bon, ben, en fait, on va tous devenir des entreprises libérées parce qu'on va gagner encore plus d'argent. Ouais. Pourquoi, selon toi, du coup, les entreprises libérées sont je dirais une organisation d'entreprise qui est plutôt marginale aujourd'hui à l'échelle des entreprises, quelle que Mmh. soit la zone géographique dans le monde? Mmh. Alors, moi, je dirais pas marginal, j'emploierais peut-être pas ce terme, mais en tout cas, je dirais que ce qui est sûr, si tu as employé, tu l'as dit, c'est encore minoritaire. Donc, c'est loin d'être la majorité de l'histoire. Peut-être que je joue sur les mots, mais pour moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que dans D'accord. marginal, si tu veux, il y a un peu une notion, quoi. Bon, ils sont bien gentils, ils peuvent continuer à faire leur petit machin. Moi, je pense quand même que, si tu veux, quels que soient les niveaux d'application et de résultats obtenus, c'est quand même quelque chose qui a marqué et qui marque encore. Il y a en France aujourd'hui des centaines d'entreprises qui fonctionnent selon cette philosophie-là. Donc, pour moi, c'est pas marginal. Voilà, mais en revanche, ta question est très importante et pour moi, si tu veux, elle fait écho à plusieurs un chapitre qu'on a dans notre livre, le dernier là. Et en fait, on dit que pour qu'il y ait une innovation sociale, il y a des choses sur le pourquoi, sur quoi comme innovation et sur qui mène l'innovation. Et je pense que dans le cas de l'entreprise libérée, de la façon dont ça a été peut-être interprété et mis en application, et donc pour certaines entreprises, enfin moi je suis réaliste comme toi, il y a aussi des boîtes qui ont dit qu'elles faisaient ça et qui sont lourdement plantées ou en tout cas qui sont allées dans des chemins. Voilà. Après la question c'est est-ce qu'elles faisaient vraiment la philosophie d'entreprise libérée, c'est une autre question. Mais si tu veux le pourquoi, c'est-à-dire que et c'est pareil pour les entreprises, les caring companies, si tu veux. C'est-à-dire que si la motivation pour faire ça, c'est de gagner plus d'argent, c'est voué à l'échec. Moi, c'était il y a à peu près une dizaine d'années, si tu veux. J'ai un grand groupe qui est venu me voir et qui voulait. Donc, on a fait deux séminaires avec l'équipe de direction pour qu'ils s'acclimatent et qu'ils comprennent un peu de quoi on parlait. Et puis après, ils ont voulu me faire participer à une espèce de comité de suivi, si tu veux, de leur mise en place alors ils appelaient pas ça entreprise libérée, mais peu importe. Hmm. Puis bon, moi, suite à ce que j'avais perçu dans les deux séminaires, je leur ai dit, écoutez, moi, je peux pas vous accompagner là-dedans parce que vous le faites pour les mauvaises raisons. Vous le faites parce que vous pensez que vous allez pouvoir supprimer des échelons de management intermédiaire. Et donc, votre intention, si tu veux, les gens vont la comprendre, ils vont la sentir, et donc ça va foirer. Bon, et de fait, 10 ans après, ça a foiré, c'est clair. Donc, pour moi, il y a vraiment cette question du pourquoi on fait ça. Et là, si tu veux, tout le monde n'est pas prêt à accepter, si tu veux, de rentrer dans une mode d'organisation, dans une philosophie de leadership qui te réduit tes pouvoirs en tant que dirigeant, apparemment,
enfin apparemment je dis bien, mais en tout cas voilà, te change tes habitudes et si tu veux, dont le résultat final quelque part résulte plus d'une croyance que d'un tableur Excel si tu veux. Donc pour moi ça c'est le pourquoi. La deuxième raison, si tu veux, c'est le quoi. Et souvent, bon, alors l'exemple, si tu veux, ou la caricature, c'est de dire, je vais faire l'entreprise libérée, je vais mettre un baby-foot dans la salle des salariés. Mais souvent, il y a cette conception, si tu veux, un peu que, enfin, tu vois, un problème, une solution. Et donc, parmi les mesures mises en place, ben voilà, il y en a une ou deux, mais ils ne comprennent pas que c'est un ensemble de, de, de mesures, d'actions qui font système. Et que cet ensemble d'actions qui font système, ben, ça met du temps, c'est progressif, etc. C'est pas juste tout à coup on passe à la semaine de 4 jours ou tout à coup je sais pas quoi, on s'appelle plus chef, on s'appelle team leader ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, bon, peu importe. Mais il y a des gens qui ont fait ça, si tu veux, hein, qui pensaient qu'avec un truc, c'était bon, quoi, voilà. Et puis le troisième point qui est important, c'est qui. Et là, si tu veux, nous, notre expérience avec Isaac, dans les entreprises qu'on a étudiées ou celles qu'on a pu accompagner, c'est qu'en fait, si ces sujets-là et si ces transformations-là sont pas portées par le leader en personne, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, on a vu aussi dans ce mouvement ou cette mode parfois de l'entreprise DBA, on a vu des gens, des leaders qui pensaient qu'ils pouvaient déléguer ça soit à des consultants qui vont dire bon, on va mettre en place l'entreprise libérée ou l'entreprise holacratique ou l'entreprise ceci ou cela, mais que c'était pas de leur propre responsabilité, si tu veux, en tant que leader, ou justement qui se sont, comment dire, qui ont cru qu'il suffisait de mettre en place un processus, une méthode, quoi, hein, alors que ce soit l'holacratie que je viens de citer ou d'autres choses. C'est-à-dire qu'en fait, comme si la méthode allait créer le résultat attendu. Or, nous, ce qu'on observe, si tu veux, alors c'était déjà le cas pour l'entreprise libérée, mais c'est vrai pour l'entreprise celle qui prend soin de l'autre, si tu veux, c'est que ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un processus, c'est une philosophie d'action. Or, pour rentrer dans cette philosophie d'action, ce qui a manqué chez beaucoup de dirigeants, mais pas chez tous, parce que chez certains, ça a été vraiment le cas, mais c'est un changement d'état d'esprit. Alors, nous, dans notre livre, si tu veux, on dit que c'est pas simplement un mindset shift, hein, un changement d'état d'esprit, on appelle ça heart set shift, c'est-à-dire c'est un changement du cœur, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très profond en fait chez les leaders qu'on a rencontrés. C'est-à-dire, en fait, c'est une manière d'être au monde, de concevoir l'entreprise qui est vraiment très, très différente. Et tant que ce cheminement, en fait, intérieur n'a pas lieu, bah, tout le reste, c'est de l'agitation, hein, voilà. Je vais me jouer l'avocat du diable. Bien sûr, Euh, c'est euh, ton job. Ce que tu défends aujourd'hui, effectivement, dans le cadre de ces organisations d'entreprise-là, on comprend que le dirigeant a un grand rôle à jouer et que Ouais. s'il ne le prend pas à bras le corps et qu'il ne se dévoue pas corps et âme, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Et surtout quand il a de mauvaises intentions, notamment tu parlais des velléités financières. Euh, mais ce qu'on perçoit également en parallèle, c'est que quand on parle des différents personnes qui travaillent, souvent on nous parle de sens. On nous explique que ces gens-là, on ne les écoute pas, qu'ils ne se sentent pas écoutés. Et donc, en fait, d'un côté, ce que toi, tu prônes, c'est une forte centralisation de la figure du dirigeant, du chef d'entreprise. Et de l'autre côté, on a des travailleurs qui veulent justement beaucoup plus de démocratie et une ventilation du pouvoir et un éclatement du pouvoir. Et je vais même aller plus loin, chez une petite minorité, enfin chez une partie des gens, c'est limite comment dirais-je, se délester de la figure mythologique de l'entrepreneur, du chef d'entreprise pour justement pouvoir travailler et travailler et continuer dans ces organisations-là. Est-ce que tu ne penses pas que du coup il y a une forme d'antagonisme entre ces deux points-là? Excellente question. Je t'en remercie, Gunay, parce que si tu veux, c'est tout le problème. C'est-à-dire que pour moi, c'est un antagonisme, c'est un paradoxe, hein. C'est-à-dire que nous, notre expérience, moi, je n'ai jamais vu
si tu veux, d'entreprises qui se soient transformées de cette façon-là avec un mouvement partant des salariés. Mmh. Voilà, je ne l'ai jamais vu. Peut-être que ça peut exister un jour ou que ça pourra exister. Voilà, mais je ne l'ai jamais vu. Mais la difficulté, et ça on l'a vu aussi parfois dans certains cas, si tu veux, d'entreprises libérées, c'est-à-dire qu'en fait l'ego du dirigeant passe de je suis un super entrepreneur à c'est moi qui est le super leader libérateur et tu vois, et donc la question de l'ego en fait elle n'est pas résolue. Donc de ce point de vue-là, il est tout à fait possible que des salariés, des collègues, si tu veux, se sentent tout autant frustrés que dans un autre type de raisonnement. Donc pour moi, quand je parle d'un cheminement intérieur, c'est vraiment ce cheminement-là, c'est-à-dire d'accepter, entre guillemets, de passer derrière. Mais il y a un processus qui doit être guidé. Hein, et tu l'as dit d'ailleurs, tu as dit, oui, le leader, le dirigeant se dévoue corps et âme. Mais c'est là où, pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment très, très important à comprendre, c'est que on présente toujours le leader comme celui qui donne. Et pour moi, une tu vois, des modifications radicales, c'est d'avoir la compréhension que un bon leader, c'est celui qui sait recevoir et qui sait recevoir justement ce que les collègues ont à donner, ont à faire, etc. Mais il y a un cadre qui doit être posé. Et ça, il n'y a que le leader, mais qui peut poser ce cadre, tu vois. Enfin, en tout cas, qui peut dire, mais voilà, chez nous, ça va être comme ça. Mais c'est un cadre pour que lui, et c'est ça ce qui est paradoxal, c'est pour que lui disparaisse en quelque sorte. Donc moi j'ai des exemples, si tu veux, de patrons, enfin j'en ai un en tête, qui me dit que quand on a commencé cette étape-là, cette transformation, et c'est une grosse crise existentielle, parce que pendant 6 mois, plus personne ne venait me voir. Tu vois, donc faut savoir gérer ça. Moi je me rappelle d'un prospect aussi, on discute, etc. Puis moi, je lui dis, écoute, tu sais, parce qu'on s'est tutoyé assez vite, et je lui dis, tu sais, ta vie va changer, hein. Et là, il me regarde comme ça, il me dit, ah non, mais oui, mais Laurent, moi, si je rentre chez moi à 17h le soir, je sais pas quoi faire. Tu vois, donc la relation en fait aussi du leader au travail, à son œuvre entre guillemets, etc. Elle a aussi à être transformée, quoi. Hein. Voilà. Mmh. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Pour moi, une des entreprises, si tu veux, les plus magnifiques. Alors, je t'ai parlé de cette banque, Handelsbanken, bon, qui n'est pas une entreprise libérée au sens strict de la définition d'Isaac, hein, mais qui va quand même très loin. Pour moi, le vrai test, c'est est-ce qu'elles sont capables, si tu veux, de survivre à leur transformateur, si je puis dire. Et donc Handelsbanken, donc depuis 50 ans, il y a d'autres PDG qui se sont succédés et donc qui ont fait un mandat normal, sauf un qui, lui, est resté 6 mois. Et au bout de 6 mois, le conseil d'administration lui a dit, il commençait à vouloir, si tu veux, récupérer des fonctions au siège et de faire grandir un peu le siège. Et le conseil d'administration lui a dit, non, ça c'est contraire à ce qu'on fait, à notre philosophie, vous dégagez. Donc il y a un contre-pouvoir. Mais évidemment, évidemment, et ça rejoint d'ailleurs toutes les questions aussi sur le succès plus ou moins grand des entreprises libérées. C'est-à-dire que c'est la question derrière de la gouvernance, si tu veux, dans le système capitaliste actuel avec les actionnaires. C'est-à-dire on a parlé de beaucoup de parties prenantes ici, et en tout cas la question est-ce que les actionnaires, si tu veux, comprennent ce qui est en train de se faire, l'appuient et l'inscrivent dans le marbre, si tu veux, pour moi, c'est aussi une question fondamentale, quoi. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse unique, ça dépend des situations. On cite dans le livre une entreprise, un laboratoire pharmaceutique japonais, Eisai, si tu veux, pendant 15 ans, le dirigeant, donc à la suite d'une grande crise personnelle, si tu veux, parce qu'il y avait eu des scandales liés à ces produits, et lui, il avait le code d'honneur des samouraïs, de sa famille, etc. Et bon, c'était la honte en fait pour sa famille. Et donc, il a perdu 20 kilos en 2 mois. Et il se disait, mais comment c'est possible que ce type de choses arrive dans ma boîte alors que j'ai moi-même ces valeurs-là, etc. Bon. Et donc, il a modifié, si tu veux, simplement, il a réfléchi beaucoup. Il s'est dit, mais en fait, je vais modifier l'explication du sens. Tu parlais du sens de notre entreprise.
Et jusque-là, il en parlait, il disait, ben nous, notre métier, c'est de développer, de produire et de vendre des médicaments, si tu veux, notamment pour les maladies d'Alzheimer et des choses liées à la sénilité, etc. Et après cette crise, et tu veux, il a changé ça, et il s'est dit, mais en fait, non, mais le sens de notre entreprise, c'est d'alléger la souffrance des patients et de leurs familles. Et il s'est mis à parler de ça, uniquement de ça, quand il rencontrait les gens. Il ne leur parlait pas ni de profit, ni de produit, ni quoi que ce soit. Est-ce que ce qu'on fait contribue à alléger la souffrance des gens, etc., etc. Bon. Tout ça a amené toute une série d'innovations dans l'entreprise, aussi bien produits que dans la façon d'appréhender la relation commerciale, que dans les services alentours, enfin bon, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est une boîte cotée en bourse, à la bourse de Tokyo. Et en fait, plutôt que de faire comme l'ont fait tant de groupes ici en France, de dire on va devenir une entreprise à mission, et puis on écrit ça dans nos statuts, etc., mais il se passe rien derrière, lui, 15 ans après avoir mis en place ces changements, les avoir ancrés dans l'organisation, dans la culture, dans les process, etc., 15 ans après, il s'est dit, bon, il faudrait quand même que j'en parle à mes actionnaires. Et il a fait une assemblée extraordinaire où il a dit, nous voulons modifier les statuts de l'entreprise pour inscrire dans nos statuts que nous sommes là pour alléger la souffrance des patients et de leurs familles. Et ça a été voté à la majorité par les actionnaires, parce qu'ils ont vu, si tu veux, la trajectoire et la consistance, en fait, tu vois, de ces évolutions. Très belle histoire que je ne connaissais pas. On arrive à la fin de notre conversation. J'ai encore 2 questions à te poser. La première, c'est: est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder que j'ai pas forcément soulevé depuis le début de notre entretien? Écoute, pour moi, il y a une petite chose, parce que j'en ai pas parlé en me présentant, qui me tient très à cœur. C'est justement dans cette évolution personnelle du dirigeant, pour moi, il y a cette question que j'ai beaucoup travaillé, qui est la question du discernement. C'est-à-dire la capacité, si tu veux, à prendre des décisions en fonction de quelque chose qui est plus grand que soi, et pas uniquement en fonction de ses attirances et de ses attractions immédiates. Voilà. Et donc, de mon point de vue, pour moi, c'est vraiment un thème qui est très très important, parce qu'il n'est pas... Enfin, tu vois, on a un peu l'impression que la décision, c'est une espèce de boîte noire, et puis tu parles de ça aux dirigeants, on dit c'est les décideurs, quoi, tu vois, donc... les mecs, c'est comme si c'est ma chasse gardée, et tu touches pas à ça, quoi. Or, si tu veux, on a pratiquement toutes les traditions spirituelles ou religieuses ont des choses à nous dire sur cette question de la manière de prendre des décisions, si tu veux, qui vont dans le sens d'un bien plus grand pour la société, pour, tu vois, pas simplement pour nous bien sûr, mais aussi pour ce qui se passe alentour. Et pour moi, c'est un vrai sujet, si tu veux, parce que je pense que cette éducation au discernement individuel, mais aussi au discernement en équipe, pour moi, c'est vraiment un sujet de fond sur lequel on est... Enfin, tu vois, moi, par rapport à mes expériences aussi dans l'accompagnement d'entreprises dans un processus de libération, on va dire, sur lequel moi, j'étais pas suffisamment équipé, je pense, parce que prendre une décision collective pour le bien commun en équipe, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas simple, parce que comme il y a des effets, si tu veux, sur la pensée de groupe ou le fait qu'il y en a un qui gueule plus fort, etc. Donc il y a des tas de mécanismes en fait qui peuvent être pervers en fait en réalité, alors qu'on pense donner le pouvoir à une équipe, puis en réalité, bon, il y a des formes de leadership, si tu veux, qui sont pas forcément super saines, qui peuvent se mettre en place. Et donc, je pense qu'il y a des choses intéressantes. La sociocratie et ce qu'il y a là-dedans est une des choses très intéressantes. Mais je pense aussi, si tu veux, il y a d'autres choses que la sociocratie, et l'élévation, on revient à cette question-là, du niveau de conscience sur nos propres processus de décision et sur la façon dont tout ça se joue dans une équipe aussi. Ça fait partie pour moi d'un thème qui est très important, parce qu'au final, c'est ça qui structure la vie des gens, et donc
la joie au travail, parce que pour moi, c'est pas simplement la question de la santé mentale au travail, etc. C'est le fait, est-ce que ce matin, je me lève et j'ai envie d'y aller parce que je sais que je vais faire des choses intéressantes avec des gens que j'aime, enfin, etc., quoi. Voilà ce que j'aurais voulu aussi aborder. Je l'ai fait, grâce à toi. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup. Bah, écoute, ça va être ma dernière question. C'est notre Ouais, question, totem, dans ce podcast-là. C'est, ouais. quand tu étais enfant, quel métier tu voulais exercer? Ah, une très bonne question. Je voulais être architecte, figure-toi. OK. Tu sais, Ça t'a fait un peu à côté là? Pardon? Est-ce que tu as été architecte dans ta vie ou pas? Alors, on a, avec ma femme, qui est très douée pour ça, OK. restauré plusieurs maisons. Enfin, on en est à la troisième. Donc, j'ai pu vivre ça, mais j'ai découvert ça, c'est grâce aussi aux Finlandais. Là où je me suis formé avec les Finlandais à Jyväskylä, donc c'est au nord d'Helsinki, c'est la ville du grand architecte Alvar Aalto, qui est un architecte très connu en Finlande, enfin dans le monde entier, qui a été assez connu. Et en fait, j'ai découvert à travers Team Academy, donc cette réalisation avec laquelle je me suis formé, donc une école d'entrepreneuriat assez innovante, si tu veux, en termes de méthode pédagogique. Mais en visitant aussi le musée d'Alvar Aalto, quand j'ai visité ça, j'ai compris que enfin, mon métier, c'était de l'architecture sociale. Et donc, je ne suis pas éloigné de mon rêve d'enfant. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, c'est intéressant cette partie créativité et métier en fait et il y a beaucoup de comment dirais-je? De liens à faire et à construire, autour de cela. Ouais. Laurent, encore merci pour ton temps et cette discussion, Merci à toi. Merci. et je te souhaite, bon vent et j'espère que ce livre-là va être lu par un maximum de personnes. Voilà, lu et surtout, j'espère qu'il va être appliqué, On croise les qu'il doigts. va donner, enfin appliqué, il n'y a rien à appliquer, hein, c'est pas une méthode, mais en tout cas qui va inspirer des gens et leur permettre de comprendre qu'ils peuvent contribuer justement au bien d'une façon simple mais concrète et forte, quoi, voilà. Merci, à bientôt Laurent. Merci, à bientôt.